La police a déclaré que mon mari avait tué un homme lors d'un délit de fuite. Toute sa famille s'est mise à genoux et m'a supplié de porter le chapeau. J'étais en chemin vers le poste pour passer aux aveux quand un SMS d'un numéro inconnu a fait vibrer mon téléphone. N'y va pas, vérifie la caméra de surveillance du jardin. Le frappement a commencé vers minuit, si violent et brutal qu'on aurait dit qu'il perçait un trou dans le calme de la communauté de Lakeside. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant contre mes côtes. La place à côté de moi dans le lit, le côté de Michael, était encore froide et vide. Il avait dit qu'il devait partir pour un voyage d'affaires urgent à Houston dans l'après-midi et m'avait dit de me coucher tôt. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 23h30. Qui pouvait être là à cette heure? Peut-être était-il rentré et avait-il oublié sa clé. Un malaise vague m'a envahi, un frisson me parcourant l'échine sans raison précise. J'ai enfilé une robe de chambre légère et je suis descendu l'escalier sur la pointe des pieds. Le frappement a repris, encore plus fort cette fois, mêlé à l'appel autoritaire d'une voix d'homme que je ne reconnaissais pas. J'ai regardé par le Judas et mon corps s'est figé. Ce n'était pas Michael. C'étaient deux hommes en uniforme de police. Leur visage était grave sous la lumière jaune pâle de la lampe du Porsche. Mon estomac s'est noué. Que se passait-il? Pourquoi la police était-elle chez moi au milieu de la nuit? 1000 questions tourbillonnaient dans mon esprit, aucune n'était bonne. Les mains tremblantes, j'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai ouvert la porte lourde. Excusez-moi, est-ce bien la résidence de Michael Clark et Sarah Miller? A demandé le plus jeune officier, la voix dénuée d'émotion. Oui, c'est ici. Je suis Sarah, la femme de Michael. Quelque chose ne va pas? J'ai lutté pour garder ma voix stable, mais mes genoux commençaient déjà à trembler. L'officier plus âgé s'est avancé, les yeux remplis d'un regard de pitié. Madame Miller, nous avons le regret de vous informer qu'il y a environ 2 heures, un grave accident de la circulation s'est produit sur l'Interstate 35E. Une voiture a percuté un motocycliste et la victime a été tuée sur le coup. Le conducteur a pris la fuite. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de masse sur ma tête. Accident. Mort. Délit de fuite. Ces mots horrifiants rendaient la respiration impossible. Quoi? Quel rapport cela a-t-il avec nous? Ai-je bégayé, une lueur d'espoir désespéré s'allumant, pensant que tout cela était une terrible erreur. Le regard de l'officier était un jugement final. Le véhicule impliqué, une Ford Expedition noire immatriculée 5KX, est enregistré à votre nom, Sarah Miller. Mon monde s'est effondré. C'était notre voiture. Michael l'avait conduite pour aller au travail ce matin même. Non, c'est impossible. J'ai vacillé, attrapant le cadre de la porte pour ne pas tomber. Mon mari, Michael, est en voyage d'affaires à Houston. Il est parti cet après-midi. Il doit y avoir une sorte d'erreur. Je me suis accroché au mensonge de mon mari comme à un canot de sauvetage, mais l'officier a simplement secoué la tête. Madame, nous avons vérifié les caméras de sécurité à la porte de la communauté. Le véhicule a quitté cette propriété à 19h ce soir, et selon des témoins sur les lieux, le conducteur était un homme. Madame Miller, nous avons besoin de savoir où se trouve votre mari, Michael Clark, en ce moment même. Sa question est restée suspendue dans l'air comme une condamnation à mort. Je suis resté là, figé, incapable de répondre. Si la voiture était partie à 19h, alors l'histoire de Michael sur son départ pour Houston dans l'après-midi était un mensonge. Où était-il passé? Qu'avait-il fait? Et pourquoi? Pourquoi s'était-il enfui? À ce moment-là, l'amour et la confiance que j'avais bâtis avec lui pendant 7 ans ont commencé à se briser. J'avais toujours cru qu'il était l'homme le plus parfait au monde, un mari brillant qui aimait sa femme, un fils dévoué. Nous avions construit cette vie à partir de rien, juste nous deux. Il était mon ciel, mon monde entier. Mais maintenant, mon ciel me tombait sur la tête. Juste au moment où je sombrais dans une panique totale, un taxi a freiné brusquement devant notre portail. Les portières se sont ouvertes et mes beaux-parents, Richard et Eleanor, se sont précipités à l'intérieur, les visages masqués par la terreur. Sarah, Michael, que se passe-t-il? S'est écriée ma belle-mère, Eleanor, en m'attrapant par les épaules, la voix brisée. Mon beau-père, Richard, était pâle, fixant les deux officiers avec une peur non dissimulée. Où est notre Michael? Est-ce qu'il va bien? A crié Eleanor, totalement inconsciente de mon état. À ses yeux, il n'y avait qu'une seule personne qui comptait, son fils.
L'officier plus âgé a brièvement réexpliqué la situation. Lorsqu'il a prononcé les mots au délit de fuite, Eleanor a laissé échapper un cri aigu et s'est effondrée au sol. « Oh, mon Dieu, mon fils, comment as-tu pu être si imprudent ?» Mon beau-père restait figé, ses lèvres bougeant, mais aucun mot n'en sortait. La scène dans ma maison était une pièce de théâtre chaotique et tragique, et j'étais l'actrice principale qui n'avait jamais vu le scénario. J'ai regardé mes beaux-parents en pleurs, les policiers au visage de marbre, et j'ai pensé à Michael, quelque part là-bas, me laissant affronter ce cauchemar seul. Le cauchemar ne faisait que commencer, et je n'avais aucune idée que mon rôle dans cette tragédie était bien plus cruel que je ne pourrais jamais l'imaginer, un rôle qui exigerait un sacrifice si absolu qu'il défierait toute croyance. Après que les policiers eurent disparu derrière la lourde grille de fer, la maison tomba dans un silence inquiétant. C'était un calme épais, étouffant, brisé seulement par les sanglots étouffés et lugubres de ma belle-mère. Eleanor était affalée sur le carrelage froid, ses cheveux habituellement soignés étaient ébouriffés, ses mains fines frappant sa poitrine. « Oh, mon Dieu, pourquoi notre famille est-elle si maudite ? Michael, oh, Michael, où es-tu ? Reviens vers ta mère, pleurait-elle. Mais pas une seule de ses larmes n'était pour l'homme qui était mort. Toute sa douleur, toute son angoisse tournait autour d'un seul nom, son fils. Mon beau-père, Richard, se tenait comme une statue à ses côtés, le visage cendré, les épaules voûtées. Il ne pleurait pas, mais son silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. Je me tenais au milieu de mon propre salon luxueux, me sentant comme une étrangère. Mon esprit était une page blanche, mon cœur était brisé. Une partie de moi refusait encore d'y croire, s'accrochant encore à l'espoir que tout cela était une erreur horrible. Mon Michael, le mari que j'adorais, l'homme qui était toujours si doux et prévenant, comment pouvait-il commettre un crime aussi monstrueux et s'enfuir ensuite ? J'ai essayé de réprimer mon propre chagrin et je me suis avancé pour aider Eleanor à se relever. « Maman, s'il te plaît, essaie de rester calme. Viens t'asseoir sur le canapé. Je vais te préparer une infusion de camomille pour te réchauffer. » Eleanor a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et gonflés. Mais en eux, je n'ai vu aucun réconfort, seulement un ressentiment infondé et déplacé. Calme ? Comment puis-je être calme ? Mon fils est sur le point d'aller en prison. Toute sa vie sera ruinée. Comment a-t-il pu être aussi stupide ? Je l'ai aidé à s'installer sur le canapé. Sa main était glacée et tremblante. Je savais que rien de ce que je pourrais dire n'aiderait, alors je suis allé à la cuisine en silence, mes propres membres tremblants encore. J'ai allumé la cuisinière, mis de l'eau à bouillir et déposé un sachet de thé dans une tasse. L'odeur apaisante a rempli l'air mais n'a rien fait pour réchauffer l'atmosphère glaciale de notre maison. Je me suis dit que je devais être forte, être le roc de cette famille. En ce moment, Michael était dehors, probablement terrifié et paniqué. Je devais croire en lui. Il devait y avoir une explication, une raison cachée à cela. Peut-être avait-il juste eu peur et avait agi de manière insensée. Je trouverai le meilleur avocat. Je ferai tout ce qu'il faudrait pour l'aider. J'ai apporté le thé et je l'ai posé sur la table. Richard a fini par parler, la voix rauque. Sarah, essaie d'appeler Michael. Continue d'appeler. Voici le décroche. D'accord, ai-je dit, attrapant mon téléphone et composant le numéro de mon mari. La sonnerie a retenti sans fin avant de basculer sur la messagerie vocale, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. J'ai appelé encore et encore avec le même résultat. Chaque fois que j'entendais la voix automatisée, j'avais l'impression qu'une main me serrait le cœur. J'ai regardé mes beaux-parents et j'ai secoué la tête, impuissante. Le désespoir commençait à monter, noyant les dernières braises de mon espoir. Richard a laissé échapper un long soupir de fatigue. Il faisait les 100 pas, le visage marqué par l'inquiétude. Si cela s'ébruite, la réputation de la famille est finie. Nos amis, nos partenaires commerciaux, comment nous regarderont-ils, a-t-il marmonné. J'ai compris alors que, tout comme sa femme, sa préoccupation principale n'était pas la vie qui avait été perdue ou la douleur de la famille de la victime. C'était l'honneur. C'était l'image de la famille. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Eleanor est restée assise à sangloter doucement, criant de temps en temps le nom de son fils. Richard a enchaîné les cigarettes, la fumée épaisse remplissant la pièce. Et j'étais un fantôme silencieux qui s'activait, tendant tantôt un verre d'eau à Eleanor, ouvrant tantôt une fenêtre pour laisser sortir la fumée.
J'ai dû appeler Michael une centaine de fois jusqu'à ce que la batterie de mon téléphone soit presque vide. Je lui ai envoyé des SMS remplis d'inquiétude et de supplications. « Où es-tu? S'il te plaît, reviens à la maison. Je suis là. Nous pouvons trouver une solution ensemble. » Mais ma seule réponse fut un silence terrifiant. Je me sentais comme une marionnette, mes fils tirés par une peur invisible, faisant tout mon possible, et pourtant totalement impuissante. Vers l'aube, épuisé, je me suis finalement affalé sur la coudoir du canapé. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu faiblement mes beaux-parents chuchoter sur le balcon. Ils pensaient que je dormais. J'ai entrouvert les yeux, retenu mon souffle et écouté. Il n'y a plus qu'une seule issue maintenant. La voix de Richard était basse et décisive. Quelle issue? Dis-moi. Je ferai n'importe quoi pour sauver mon fils, suppliait Eleanor. Ne sois pas précipité. Cela doit être calculé avec soin. Michael s'est déjà enfui, ce qui aggrave son crime. Mais la voiture est enregistrée au nom de Sarah. Un long silence a suivi. Mon cœur a raté un battement. Pourquoi soulignait-il ce détail? Que insinuait-il? Que veux-tu dire? A demandé Eleanor, la voix teintée de suspicion. Réfléchis-y simplement. La voix de Richard est devenue plus douce, s'effaçant dans le vent. C'est sa femme. Elle l'aime à ce point. Et d'ailleurs, c'est elle la propriétaire de la voiture. Je n'ai pas pu entendre la suite, mais ces quelques phrases ont suffi à envoyer un frisson dans tout mon corps. Que suggérait-il? Pourquoi m'impliquait-il dans cette affaire? Et alors, si j'étais la propriétaire de la voiture? J'ai essayé de me rassurer en me disant que j'avais du mal à entendre, que j'étais trop sensible et qu'il ne faisait qu'analyser la situation. Mais un sentiment de malaise, tel un serpent venimeux, s'était déjà glissé dans mon esprit, y plantant des graines de doute. J'ai fermé les yeux, faisant semblant de dormir, mais les paroles de Richard résonnaient dans ma tête, c'est sa femme. Elle l'aime à ce point. Le lendemain matin, Eleanor ne pleurait plus. Elle était assise sur le canapé, les yeux bouffis, mais son regard était étrangement vif. Alors que je rangeais le salon, elle m'a appelé. « Sarah, viens ici. J'ai besoin de te parler. » Je me suis approché, un nœud d'anxiété dans l'estomac. Elle m'a pris la main. La même main qui était si froide la nuit dernière serrait la mienne maintenant avec une intensité inhabituelle. « Sarah, a-t-elle commencé, la voix enrouée d'avoir pleuré. Tu es la belle-fille aînée de cette maison. Tu es la femme de Michael. Notre famille fait face à un désastre. Il s'est enfui bêtement, et maintenant tu es la seule sur qui nous pouvons compter. » Je l'ai regardée, ne comprenant pas tout à fait. Elle m'a fixé au plus profond des yeux, son expression n'était plus celle du ressentiment mais celle de la supplication, une supplication calculée que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. « Est-ce que tu aimes Michael? Est-ce que tu ferais n'importe quoi pour lui? » J'ai hoché la tête par réflexe. « Oui, bien sûr. C'est mon mari. » Eleanor a hoché la tête lentement, un sourire étrange et illisible effleurant ses lèvres. « Bien. Je savais que tu étais une belle fille dévouée. En ce moment, tu es la seule qui puisse sauver Michael, la seule qui puisse sauver toute cette famille. » Sa voix était comme un murmure hypnotique, déposant sur moi un poids invisible et écrasant. Je ne le savais pas encore, mais ces paroles étaient le prélude à une proposition cruelle, un piège soigneusement tendu, et avec mon amour aveugle, j'y fonçais tête baissée. Elle disait que je pouvais seul le sauver, mais je n'aurais jamais pu imaginer que la façon dont il voulait que je le sauve était de me pousser sur un chemin sans issue, un chemin où je ne serais plus moi-même. Les paroles d'Eleanor restaient suspendues dans l'air épais et tendu du salon. En ce moment, tu es la seule qui puisse sauver Michael. La seule qui puisse sauver toute cette famille. J'ai levé les yeux vers elle, la tête encore tournante, incapable d'assimiler les événements horribles qui venaient de se produire. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Le sauver? Que puis-je faire dans cette situation? Je ne sais même pas où est mon mari, s'il est vivant ou mort. Je suis juste. Je suis terrifiée et impuissante. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Que puis-je faire? Je vais trouver un avocat. Je vais. J'ai essayé de parler, la voix tremblante, mais Eleanor m'a coupé la parole. Elle a serré ma main plus fort, ses yeux gonflés suppliant avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Quel avocat peut le sauver maintenant, Sarah? Il a causé un accident mortel et a pris la fuite.
Sais-tu à quel point ce crime est grave? Il risque 15, peut-être 20 ans de prison. Il n'a que 30 ans. Toute sa vie, sa carrière, tout est fini. S'il va là-bas, comment survivra-t-il? Ces mots étaient comme des poignards se tordant dans mon cœur. 20 ans de prison. L'avenir de Michael, l'homme que j'aimais, m'apparaissait soudain comme un vide d'un noir absolu. Je ne pouvais pas supporter d'y penser. Je ne pouvais vraiment pas l'imaginer derrière les barreaux, perdant sa jeunesse, sa vie entière. Les larmes ont recommencé à couler sur mon visage. Je me sentais totalement impuissante. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? Il doit y avoir un moyen. À ce moment-là, mon beau-père, Richard, qui faisait les 100 pas en silence, s'est soudainement arrêté. Il s'est approché et a posé une main sur mon épaule, sa voix basse et calculatrice. Sarah, calme-toi et écoute-moi. Ta mère et moi y avons réfléchi toute la nuit. À ce stade, même si Michael se rend, il ne pourra pas échapper aux accusations. Mais il reste un moyen, un seul moyen de le sauver et de préserver la réputation de cette famille. J'ai levé les yeux vers lui, ma vision troublée par les larmes. Dans mon désespoir, ces paroles étaient le seul canot de sauvetage dans une mer déchaînée. Qu'est-ce que c'est, papa? S'il te plaît, dis-le-moi. Tant que cela sauve Michael, je ferai n'importe quoi. Je l'ai dit sans une seconde d'hésitation, sans réaliser que c'était exactement les mots qu'ils attendaient d'entendre. Richard a jeté un coup d'œil à sa femme, un regard lourd de sens passant entre eux, avant de se retourner vers moi. Sarah, te souviens-tu au nom de qui la voiture est enregistrée? Sa question m'a stupéfié. J'ai commencé à comprendre vaguement. Elle est enregistrée à mon nom. Exactement. Il a hoché la tête. Légalement, tu es la propriétaire du véhicule. Quand l'accident s'est produit, il n'y avait pas de témoins ayant vu clairement le visage du conducteur. Ils savent seulement que c'était un homme, mais c'était une déclaration initiale. Cela peut être changé. Ma gorge est devenue sèche. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai secoué la tête frénétiquement, une peur terrifiante m'envahissant. Papa, qu'est-ce que tu insinues? S'il te plaît, ne me fais pas peur. Il n'y a rien dont il faille avoir peur, ma chère. Eleanor est intervenue, reprenant ma main. Cette fois, sa voix était d'une douceur écœurante. Réfléchis-y. Tu es une femme. Tu as un bon dossier. Aucun antécédent judiciaire. Si tu te présentes et que tu dis que c'est toi qui conduisais, que tu as paniqué, causé l'accident et que tu as pris la fuite, le tribunal sera beaucoup plus clément. Ton père et moi avons déjà parlé à un avocat. Dans ton cas, il est fort probable que tu n'obtiennes qu'une peine avec sursis. Une condamnation avec sursis. Vous comprenez? Cela signifie que vous n'aurez pas à passer un seul jour en prison, juste une mise à l'épreuve, pendant une certaine période. Une condamnation avec sursis, pas de prison. Ces mots étaient comme une berceuse hypnotique tentant d'apaiser l'horreur qui montait en moi. Mais je n'étais pas une enfant. Je savais exactement ce que j'entendais. Ils voulaient que moi, une personne innocente, je confesse un crime pour leur fils. Ils voulaient que je porte le chapeau pour un homicide involontaire par véhicule. Non, je ne peux pas, ai-je dit en tremblant, essayant de dégager ma main de celle d'Eleanor. Je ne conduisais pas. Je ne peux pas mentir comme ça. C'est illégal. Et puis, mes parents, ma famille, que penseraient-ils? Votre famille est une chose dont nous pouvons nous occuper, a dit Richard d'un ton décisif. Nous dirons à vos parents que c'est le meilleur moyen de vous sauver tous les deux. Nous les soutiendrons financièrement, nous veillerons à ce qu'ils ne manquent de rien. Quant à la loi, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà contacté le meilleur cabinet d'avocats de la ville. Ils s'occuperont de tout. Ils proposeront à la famille de la victime une très grosse somme d'argent pour qu'elle abandonne les poursuites. Tout sera arrangé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser. Rien qu'en faisant cela, vous sauverez la vie entière de votre mari. Sauvez la vie de votre mari. La phrase résonnait dans mon esprit. J'ai regardé le visage accablé de douleur d'Eleanor, l'expression pleine d'espoir de Richard, et j'ai pensé à Michael. Je l'imaginais en prison, son avenir brillant anéanti. Mon cœur me faisait mal. Depuis 7 ans, il me protégeait, m'aimait. Il ne m'avait jamais laissé subir la moindre épreuve. Maintenant qu'il était en difficulté,
Pouvais-je vraiment rester là sans rien faire? Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de ma vie? Même une condamnation avec sursis serait une tâche que je ne pourrais jamais effacer. Je devrais vivre avec pour toujours. Voyant mon hésitation, Eleanor a commencé à pleurer de manière encore plus dramatique. Sarah, je t'en supplie. Je me mettrai à genoux pour te supplier. S'il te plaît, sauve mon Michael. C'est mon fils unique. C'est ma vie. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne pourrai plus vivre. Elle a effectivement commencé à s'agenouiller, mais Richard l'a retenue. Cette scène, ce plaidoyer, ces larmes, tout cela était un filet invisible qui se resserrait autour de moi. L'amour, la pitié, le sentiment du devoir d'une épouse, tout cela hurlait dans mon esprit, luttant contre la raison et la peur. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise. D'un côté, ma propre sécurité. De l'autre, l'avenir de l'homme que j'aimais. Et eux, mes propres beaux-parents, étaient derrière moi, me poussant lentement vers l'abîme. Je suis resté assise là, dans le salon froid, entouré de supplications, de larmes et de calculs cruels. Je savais que ma décision n'allait pas seulement changer ma vie, mais qu'elle serait aussi le test ultime de mes 7 années de mariage. Leur offre n'était pas seulement un sacrifice, c'était un échange. Et j'ignorais qu'importe le chemin que je choisirais, j'avais déjà perdu ce jeu dès le début. J'ai regardé leur visage qui attendait, attendant que je prononce les mots qu'ils voulaient entendre. Mais au fond de leurs yeux, je voyais non seulement de la douleur, mais autre chose, une froideur glaçante. Et je me suis demandé, était-ce la première fois qu'ils étaient prêts à sacrifier quelqu'un d'autre pour protéger leur fils précieux? La pièce était d'un silence étouffant, remplie seulement par les sanglots étouffés d'Eleanor et la respiration lourde de Richard. J'étais assise comme une statue, mon esprit étant un tourbillon de pensées contradictoires. Confesser pour mon mari. Ces mots se répétaient dans ma tête, aussi froids et tranchants qu'un éclat de glace. Je devais endosser la responsabilité d'un crime que je n'avais pas commis et accepter un casier judiciaire, même avec sursis, en échange de la liberté de l'homme que j'aimais. Cela en valait-il la peine? Jusqu'où allait mon amour pour Michael? Était-il assez profond pour sacrifier mon honneur, mon avenir entier? J'ai fermé les yeux et une image de Michael est apparue. Michael souriant de toutes ses dents le jour de notre mariage. Michael prenant soin de moi avec douceur quand j'étais malade. Michael me tenant la main pendant que nous marchions au bord du lac, me promettant un avenir heureux. Pendant 7 ans, il avait été mon monde entier. Il était ma raison de me battre, mon port d'attache quand j'étais fatigué. Maintenant, mon monde était sur le point de s'effondrer. Pouvais-je vraiment rester là à regarder? Mais alors une autre image s'est imposée, mes parents restés au pays, 2 personnes qui avaient travaillé dur toute leur vie, toujours si fiers de leur fille sage et accomplie. S'ils apprenaient que j'avais été condamné pour avoir tué quelqu'un, même seulement sur le papier, à quel point seraient-ils dévastés? Comment affronteraient-ils les commérages, les doigts pointés de leurs voisins? Et moi? Comment me regarderais-je? Je passerais le reste de ma vie avec une tâche qui ne pourrait jamais être effacée, avec la peur et la culpabilité. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais vraiment pas. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mes beaux-parents en face, rassemblant tout mon courage pour refuser. Maman, papa, je ne peux pas le faire. C'est trop pour moi. Je suis désolé, ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. Mais dès que les mots ont franchi mes lèvres, une scène horrifiante s'est déroulée devant moi. Sarah, je t'en supplie. A hurlé Eleanor lugubrement, et sans un moment d'hésitation, elle s'est jetée à genoux sur le sol froid juste devant moi. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve mon Michael. Son agenouillement a été comme un coup de masse sur ma résolution chancelante. J'étais horrifié, me précipitant pour l'aider à se relever, mais elle s'est agrippée à mes jambes, sanglotant de manière hystérique. Si tu ne confesses pas pour lui, il est fini. Il est tout ce que j'ai. Peux-tu être assez sans cœur pour voir cette vieille mère perdre son fils? Je suis resté figé, tout mon corps tremblant. Une belle-mère qui avait toujours été si fière et puissante, qui ne s'était jamais inclinée devant personne, était maintenant agenouillée à mes pieds. La vue était plus que je ne pouvais supporter. Je me sentais coupable, cruel et égoïste. Maman, s'il te plaît, lève-toi. Ne fais pas ça. J'ai essayé de la relever, mais elle ne bougeait pas. Et puis, la chose qui m'a complètement brisé est arrivée. Mon beau-père, Richard, l'homme qui maintenait toujours un air froid et digne, s'est lentement agenouillé à côté de sa femme.
Sarah, a-t-il dit, la voix épaisse d'angoisse. Je sais que cette demande est cruelle, mais en ce moment, à part toi, personne ne peut le sauver. Ta mère et moi sommes vieux. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il est notre seul espoir. Nous t'en supplions. Au nom des 7 dernières années, au nom de l'amour profond de Michael pour toi, s'il te plaît, sauve-le. Cette fois, 2 personnes, ses parents, étaient à genoux devant moi, pleurant, suppliant. Que pouvais-je faire d'autre? Toute la résistance en moi s'est brisée. Ma raison a été totalement vaincue par l'émotion et la pitié. Je n'avais pas l'impression de faire un choix, j'avais l'impression d'être forcé sur un chemin unique sans issue. Ils avaient utilisé mon amour, mon sens du devoir, et l'avaient transformé en une chaîne pour me lier à ce sacrifice. J'accepte, ai-je prononcé ces 2 mots, ma voix aussi douce qu'un murmure, mais aussi lourde qu'une montagne. Dès que j'ai eu fini de parler, Eleanor a cessé de pleurer instantanément. Elle et Richard se sont levés ensemble, leur visage rempli d'un soulagement déconcertant. Oh, c'est merveilleux, Sarah. Juste merveilleux, a dit Eleanor en saisissant ma main. Sa voix avait retrouvé son ton frais habituel, mais empreint d'une joie impossible à dissimuler. Je savais que tu étais une bonne belle-fille. Ne t'inquiète pas, nous ne te laisserons pas souffrir. Nous nous occuperons de tout. Ils se sont précipités pour m'aider à retourner sur le canapé, me versant de l'eau, s'empressant autour de moi. Leur changement rapide d'attitude m'a procuré un sentiment étrange et troublant. Mais dans mon tumulte, je n'avais plus les idées assez claires pour y réfléchir profondément. Tout ce que je savais, c'est que je venais de signer un pacte avec le diable, et que le prix était ma vie entière. Les jours suivants furent un tourbillon. Richard a effectivement engagé une équipe de grands avocats. Ils m'ont rencontré, me coachant sur ce qu'il fallait dire et comment répondre aux questions de la police. Ils ont construit une histoire parfaite. Cette nuit-là, Michael et moi avions eu une dispute. Contrarié, j'avais pris la voiture et j'étais parti alors que j'étais émotionnellement instable. Il faisait sombre, et j'avais accidentellement causé l'accident. Prise de panique, j'avais fui les lieux puis appelé mon mari à l'aide. Michael, par amour pour sa femme, avait accepté de disparaître temporairement, attendant que je me dénonce pour qu'ils puissent y faire face ensemble. Chaque détail était logiquement calculé, sans aucune faille. Ils m'ont dit de pleurer, de paraître profondément repentis. Mes beaux-parents ont commencé à jouer leur rôle dans le drame. Ils ont emprunté de l'argent partout, rassemblant une grosse somme. Richard a dit que c'était pour indemniser la famille de la victime, pour obtenir qu'ils écrivent une lettre demandant la clémence pour moi. En les voyant si occupés et concernés, une partie de moi se sentait réconfortée. Peut-être qu'ils faisaient vraiment de leur mieux pour me protéger. Peut-être que mon sacrifice en valait la peine. Le jour où je devais me dénoncer est enfin arrivé. Ce matin-là, Eleanor m'a personnellement préparé un copieux gratin pour le petit déjeuner. Elle m'a donné d'interminables instructions, me disant de ne pas m'inquiéter, qu'elle et Richard maîtrisaient tout. Elle a même glissé une carte de débit dans ma main, disant qu'il y avait un peu d'argent pour mes dépenses personnelles. Richard m'a tapoté l'épaule, disant que la famille me serait redevable à vie. Ils m'ont accompagné à la voiture, jouant des adieux larmoyants. J'étais assise dans le taxi qui se dirigeait vers le poste de police, le cœur lourd. J'ai regardé par la fenêtre. Dallas était aussi animé que d'habitude, mais pour moi tout était gris. J'étais sur le point d'abandonner ma liberté, sur le point d'accepter un casier judiciaire. Je me disais que je faisais cela par amour, pour la famille, mais pourquoi ne ressentais-je aucune paix? Le sentiment de malaise de cette première nuit est revenu plus fort que jamais. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, un détail crucial dans cette pièce parfaite. Mais qu'est-ce que c'était? Je ne pouvais pas le deviner. Je savais seulement que j'étais sur une route sans retour. Et j'ignorais que même après avoir accepté de tout sacrifier, le prix que je devais payer n'était pas terminé. Il était beaucoup, beaucoup plus élevé. Car dans cette pièce, mon rôle n'était pas seulement celui d'un remplaçant. C'était celui d'un pion. Un pion qui, après avoir servi son but, serait jeté sans une seconde pensée. Le taxi avançait, m'emmenant sur ce que je croyais être une rue à sens unique vers la fin de ma liberté. J'étais assise sans bouger sur le siège arrière, mes yeux fixant fixement le paysage urbain de Dallas défilant par la fenêtre. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les feuilles, dansant sur les trottoirs. L'heure de pointe du matin commençait. Des gens avec des emplois, avec des avenirs, avec des projets et moi.
J'étais en route vers un endroit où mon avenir serait décidé par un mensonge, une peine arrangée d'avance. Mon cœur était si lourd que j'avais l'impression qu'une pierre m'écrasait la poitrine, rendant la respiration impossible. Je m'étais rassuré des centaines, des milliers de fois en me disant que je faisais cela pour Michael, pour nos 7 années d'amour. Je me souvenais du jour où il m'avait demandé en mariage sur une plage étoilée. Il avait dit que j'étais la chose la plus précieuse que la vie lui ait jamais donnée, qu'il passerait sa vie entière à me protéger. Alors maintenant qu'il était en difficulté, sacrifier un peu pour lui semblait être la bonne chose à faire. Mais ma raison hurlait que c'était mal, que c'était insensé. J'étais en train de détruire personnellement ma propre vie. Cette tâche, même sous forme de condamnation avec sursis, me suivrait pour toujours. Et mes parents? Comment mes amis me regarderaient-ils? Et serais-je un jour capable de regarder mon propre reflet dans le miroir à nouveau? Je me sentais comme un papillon de nuit attiré par une flamme, sachant qu'il serait brûlé, mais volant aveuglément vers elle quand même, tout cela pour la faible lueur de l'amour. J'ai essayé de chasser les pensées négatives, me rappelant la performance larmoyante de mes beaux-parents. Ils s'étaient agenouillés. Ils avaient supplié. Ils devaient souffrir tellement. Ils avaient promis qu'ils prendraient soin de moi, qu'ils ne me laisseraient pas souffrir. J'ai essayé de croire en ces promesses, m'y accrochant comme à un ultime réconfort. Mais au fond de moi, ce vague sentiment de malaise ne disparaissait pas. Il y avait quelque chose qui clochait, une qualité forcée dans les larmes d'Eleanor, un calcul froid dans les yeux de Richard que je ne pouvais pas expliquer. « Madame, nous y sommes presque. » La voix du chauffeur m'a ramené à la réalité. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'imposant bâtiment gris du poste de police devant moi. Mon cœur a commencé à battre de manière irrégulière. C'était là. Dans quelques pas à peine, je franchirais ces portes, et ma vie prendrait un nouveau chapitre sombre. Ma main serrait la lanière de mon sac à main, moite de sueur froide. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rassembler un dernier morceau de courage. Je leur avais promis, je ne pouvais plus reculer maintenant. Juste au moment où le taxi ralentissait pour se garer sur le bord du trottoir, le téléphone dans mon sac a émis un léger bip. Un nouveau SMS. Par instinct, je l'ai sorti. C'était probablement mes beaux-parents m'offrant un dernier mot d'encouragement, mais non. Sur l'écran se trouvait un numéro complètement inconnu, absent de mes contacts. Et le message lui-même était court, mais il m'a frappé comme un coup de foudre, figeant complètement mes pensées. « N'y va pas, vérifie la caméra de sécurité du jardin. » J'ai lu les mots encore et encore, incapable d'en croire mes yeux. « N'y va pas, vérifie la caméra de sécurité du jardin. » Qui était-ce? Qui avait envoyé ce message? Et comment savait-il que j'étais en route pour confesser? La caméra du jardin? Je me suis soudain souvenu qu'il y a quelques mois, pour des raisons de sécurité, nous avions installé un système de caméras autour de la maison. Une caméra était montée en hauteur avec une vue dégagée sur toute la cour avant, le portail et le garage où Michael garait habituellement sa voiture. Mais pourquoi la vérifier? Quel rapport cela avait-il avec l'accident? Un torrent de questions a explosé dans mon esprit, submergeant ma peur. Le message était trop soudain, trop mystérieux, mais il a planté une graine de doute puissante, attisant les flammes du malaise que j'avais essayé de réprimer. « Nous sommes arrivés, madame », a dit le chauffeur d'un ton qui attendait une réaction. J'ai regardé par la fenêtre. Les grilles en fer du poste de police n'étaient qu'à quelques mètres. Je pouvais voir des officiers marcher à l'intérieur. Au moment où je sortirais de cette voiture, il n'y aurait plus de retour possible. Ma promesse à mes beaux-parents, l'image de Michael souffrant en prison, tout cela tourbillonnait dans ma tête. Mais les mots sur l'écran de mon téléphone semblaient être un ordre, un avertissement provenant d'une force invisible. Vérifie la caméra de sécurité du jardin. Ce n'était pas un conseil vague. Cela pointait vers une preuve spécifique. Cela signifiait qu'il y avait quelque chose sur cet enregistrement que je devais voir, quelque chose que mes beaux-parents m'avaient délibérément caché. La raison et l'émotion me déchiraient. Que devais-je faire? Faire confiance à un message anonyme ou continuer sur ce chemin de sacrifice aveugle? J'ai regardé le poste de police, symbole de justice. Mais si j'entrais là-dedans aujourd'hui, je deviendrais une menteuse, une complice d'entrave à cette justice même. Non, je ne pouvais pas. Peu importe à quel point j'aimais Michael, je ne pouvais pas me perdre moi-même. Je ne pouvais pas fermer les yeux sur une vérité qui était peut-être si proche. Chauffeur, ai-je dit, ma voix étant instable et tremblante. Le chauffeur s'est retourné, attendant.
J'ai pris une grande inspiration et j'ai pris ce qui était probablement la décision la plus risquée de ma vie. Chauffeur, s'il vous plaît, faites demi-tour. Le chauffeur a semblé surpris mais n'a pas posé de questions. Simplement et calmement, en faisant un demi-tour, le taxi est passé devant les grilles du poste de police, laissant derrière lui le chemin que j'avais failli emprunter. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, haletante comme si je venais d'échapper à un cauchemar. Mais je savais que je venais seulement d'entrer dans un voyage dangereux et incertain pour trouver la vérité. Je ne pouvais pas rentrer directement à la maison. Mes beaux-parents y étaient sûrement, attendant des nouvelles de ma confession. Si je revenais maintenant, ils seraient immédiatement suspicieux. J'ai demandé au chauffeur de m'emmener dans un petit café caché dans une ruelle tranquille. J'avais besoin d'un endroit paisible pour réfléchir, pour tout remettre en ordre. J'étais assise dans un coin du café, le café devant moi étant froid depuis longtemps. Ma main tremblait encore. Le SMS mystérieux restait sur mon écran, seule lueur de lumière dans l'obscurité qui m'entourait. Je ne savais pas qui était l'expéditeur ami ou ennemi mais il m'avait donné une chance de m'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La caméra du jardin c'était la clé. Mais comment pouvais-je voir les images? Le système était connecté à l'ordinateur dans le bureau de Michael à la maison. Je devais entrer dans cette maison, dans cette pièce, sans que personne ne le sache. Ce jeu avait complètement changé. Je n'étais plus un pion attendant d'être sacrifié. J'étais maintenant une joueuse faisant un coup risqué pour renverser la situation. Et je savais que pour voir ces images, je ne pouvais pas simplement entrer par la porte d'entrée. Je devais retourner chez moi comme une voleuse. Le café devant moi était devenu complètement froid, mais je n'y avais pas touché. Mon esprit était tendu comme une corde de piano, s'emballant pour élaborer un plan audacieux et risqué. Retourner à la maison comme une voleuse, l'ironie ne m'échappait pas. Moi, la propriétaire légale de la maison, je devais maintenant me faufiler chez moi. Mais je n'avais pas d'autre choix. Les images de la caméra de sécurité du jardin étaient devenues une obsession, un secret que je devais découvrir à tout prix. Je savais avec certitude que mes beaux-parents étaient toujours à la maison, attendant probablement anxieusement la nouvelle que j'étais en sécurité sous la garde de la police. Je ne pouvais pas les appeler ou leur envoyer de messages, toute action éveillerait les soupçons. J'avais besoin d'une excuse, d'une raison plausible pour qu'ils quittent la maison, même pour un court moment. J'ai réfléchi longtemps, examinant chaque possibilité. Puis une idée m'a frappé. Ma belle-mère Eleanor avait une faiblesse, sa superstition. Elle croyait aveuglément aux voyants, aux conseillers spirituels, à tout ce qui touchait au surnaturel. Je me souvenais d'un voyant renommé en centre-ville qu'Eleanor avait toujours voulu voir mais n'en avait jamais eu l'occasion. J'ai décidé d'utiliser cela à mon avantage. À l'aide d'un téléphone prépayé que j'avais acheté plus tôt, j'ai créé un nouveau compte de messagerie avec une photo de profil représentant un symbole spirituel. J'ai ensuite envoyé un message à Eleanor, écrit sur un ton mystérieux et hautain, me faisant passer pour l'assistant du voyant, salutations. Le maître a ressenti une grande calamité dans votre foyer récemment, une grave baisse de fortune. Par compassion, il souhaite vous guider sur la manière de résoudre cela. Aujourd'hui à 11 heures précises, et pour 1 heure seulement, le maître sera présent à la retraite de Serenity Grove pour une bénédiction spéciale. Si vous êtes sincère, apportez les dates de naissance de tous les membres de la famille pour qu'ils les examinent. Être en retard, c'est être sans destin. La fortune ou le désastre ne tiennent qu'à un fil. Je savais que c'était un pari risqué, mais étant donné l'état de panique d'Eleanor et sa foi aveugle, je croyais qu'elle ne laisserait pas passer cette occasion. J'ai retenu mon souffle et j'ai attendu. 10 minutes, puis 20, passèrent sans réponse. Je commençais à perdre espoir, mais mon téléphone a fini par émettre un signal. C'était une réponse de ma belle-mère. Merci. Merci infiniment. Notre famille sera là à l'heure. J'ai poussé un soupir de soulagement. La première étape du plan était une réussite. Le lieu de retraite était assez éloigné de notre maison, l'aller-retour prendrait au moins 2 heures. C'était plus qu'assez de temps pour moi pour agir. J'ai payé mon café et hélé un véhicule de covoiturage, demandant au chauffeur de me déposer dans une petite ruelle derrière ma résidence fermée. Je ne pouvais pas utiliser l'entrée principale. Derrière notre maison se trouvait un mur qui n'était pas trop haut, et à côté se dressait un grand chêne dont les branches s'étendaient jusque dans notre cour. J'avais vu des enfants du quartier y grimper pour récupérer des ballons perdus. Aujourd'hui, je ferai de même.
Mon cœur battait comme un tambour alors que je m'agrippais à l'écorce rugueuse de l'arbre pour grimper. Ma robe m'entravait et mes talons m'ont fait glisser plusieurs fois, mais la pensée de la vérité qui m'attendait me donnait de la force. Finalement, j'ai réussi à basculer par-dessus le mur, atterrissant sans encombre sur l'herbe douce en dessous. La maison était étrangement silencieuse. Je me suis glissé vers l'avant et j'ai regardé à travers une fenêtre. L'intérieur était vide. Ils étaient partis. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai récupéré le double des clés que je gardais toujours cachées sous un pot de fleurs. La porte latérale s'est ouverte avec un léger grincement. Je me suis glissé à l'intérieur, le cœur au bord des lèvres. Je suis allé directement au bureau de Michael, au 2e étage. La pièce était plus en désordre que d'habitude, avec des papiers éparpillés sur son bureau. Sans perdre de temps, j'ai allumé l'ordinateur. Par chance, il n'avait pas de mot de passe. J'ai rapidement trouvé le logiciel de gestion des caméras. L'interface est apparue, montrant les flux en direct des 4 caméras autour de la maison. La main tremblante, j'ai cliqué sur l'historique des enregistrements. J'ai sélectionné la caméra du jardin et je suis revenu au moment de l'accident, vers 21 h, il y a 3 jours. La séquence a commencé à défiler. La qualité de l'image était étonnamment nette. Je retenais mon souffle, les yeux rivés sur l'écran. Au début, tout était normal. La cour était calme sous les lumières jaunes du porche. Puis j'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir, mais la personne qui en est sortie n'était pas Michael. C'était Kevin, mon beau-frère téméraire et irresponsable. Et juste derrière lui se trouvait Michael. Michael semblait en colère, disant quelque chose à Kevin, qui se contentait d'en rire avec un air de défi. Il a arraché les clés de la voiture de la main de Michael et a sauté dans la Ford Expedition. Un choc m'a traversé. Le conducteur cette nuit-là n'était pas Michael. C'était Kevin. Michael a essayé de sortir Kevin de la voiture, mais en vain. Ils ont lutté un instant, et finalement, Michael a abandonné, a ouvert la porte passager et est monté. Le moteur a démarré, les phares ont brillé, et la voiture est sortie lentement du portail. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi Kevin conduisait-il? Pourquoi Michael était-il avec lui? Et pourquoi toute la famille a-t-elle rejeté la faute sur Michael pour ensuite me forcer à porter le chapeau? Mon esprit était en plein désarroi. J'ai fait défiler la bande en avance rapide. Vers 22 h, l'expédition est revenue. Elle est entrée en trombe dans la cour et s'est arrêtée dans un crissement de pneus. La porte du conducteur s'est ouverte brusquement. Kevin a trébuché dehors, le visage pâle, le corps tremblant. Michael est sorti du côté passager, l'air tout aussi horrifié. J'ai renversé quelqu'un, mec, je pouvais entendre la voix terrifiée de Kevin à travers le micro de la caméra. Il ne bouge plus. Oh mon Dieu, il ne bouge plus. Michael passait ses mains dans ses cheveux, faisant les 100 pas frénétiquement. Je t'avais dit de ne pas conduire. Tu es ivre. Regarde maintenant ce que tu as fait. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Mes beaux-parents se sont précipités dehors, ayant probablement entendu le bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? A demandé Eleanor, paniquée. Kevin s'est effondré en sanglots et a tout avoué. Après avoir entendu l'histoire, le visage d'Eleanor est devenu livide, mais elle n'a pas réprimandé Kevin. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Michael, son regard acéré comme de la glace. Tu étais dans la voiture, toi aussi? Oui. J'ai essayé de l'arrêter, mais il ne voulait rien entendre, a balbutié Michael. Et là, j'ai entendu une phrase si cruelle et froide qu'elle a glacé le sang dans mes veines. Ma belle-mère, Eleanor, a fixé Michael droit dans les yeux et a dit, il n'y a qu'une seule solution. Tu dois te cacher immédiatement. Laisse-moi faire le reste. Rien ne doit arriver à Kevin. Son avenir est trop important. Je suis resté figé devant l'écran. Toute la vérité était mise à nu, une vérité plus horrible et cruelle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas Michael qui avait causé l'accident, c'était Kevin. Et Michael ne s'était pas enfui de lui-même, il en avait reçu l'ordre de sa propre mère. Tout ce drame, de la disparition de Michael aux accusations portées contre lui pour me forcer à avouer, était une conspiration orchestrée par ma belle-mère, tout cela pour protéger son précieux fils cadet. J'avais été trompé. Nous étions tous, même Michael, de simples pions dans son plan. Une vague de nausée m'est montée à la gorge, dégoût, rage et une douleur atroce.
J'étais prête à sacrifier ma vie pour sauver un mari, pour protéger une famille. Mais il s'est avéré qu'il ne m'avait jamais considéré comme faisant partie de la famille. Je n'étais qu'un outil, un bouc émissaire commode. Ma main tremblante s'est tendue et a cliqué sur le bouton pour enregistrer le fichier vidéo sur une clé USB. Juste à ce moment-là, j'ai entendu le bruit familier d'une voiture s'arrêtant devant le portail. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Ils étaient de retour, bien plus tôt que je ne l'avais prévu. Que dois-je faire? La clé USB avec la vidéo était toujours branchée sur l'ordinateur, et j'étais piégé à l'intérieur de ma propre maison avec une vérité mortelle entre les mains. Le son du moteur de la voiture familière se rapprochait, de plus en plus fort, comme un glas. Je me suis figé devant l'écran de l'ordinateur où le fichier vidéo compromettant était encore en cours d'enregistrement. Pourquoi était-il de retour si tôt? Mon plan avait-il été découvert, ou n'était-ce qu'une cruelle coïncidence? Je n'avais pas le temps de réfléchir. La panique s'est emparée de moi, balayant toute raison. J'ai cherché frénétiquement une issue dans la pièce. La porte? Impossible. Je tomberais droit sur eux. La fenêtre? C'était le 2e étage. Sauter serait suicidaire. J'étais piégé dans le piège même où j'avais mis les pieds. Le grincement du portail en fer qui s'ouvrait était perçant et horrifiant. J'ai entendu la voiture entrer dans le garage, puis le claquement des portières. Ils étaient dans la maison. Dans quelques minutes, voire quelques secondes, ils seraient à l'étage. J'ai fixé la clé USB toujours branchée sur l'ordinateur. La preuve. C'était la seule preuve qui pouvait exposer leur crime et me sortir de ce pétrin. Je ne pouvais pas les laisser la voir. Par pur instinct, je me suis élancé vers l'ordinateur, ma main tremblante déplaçant la souris. Je devais copier cette vidéo. Je devais la sortir d'ici. Mais la barre de progression avançait avec une lenteur agonisante. Chaque point de pourcentage me semblait durer une éternité. Pourquoi le lieu de retraite était-il si vide? Je n'ai vu personne, Richard. Je pense qu'on s'est fait avoir, la voix ronchonnante d'Eleanor montait du bas des escaliers, ses pas se rapprochant. Mon cœur était sur le point d'exploser dans ma poitrine. J'ai arraché la clé USB, sans attendre que le transfert soit terminé. Je ne savais pas si toute la vidéo avait été enregistrée, mais je ne pouvais plus attendre. Je devais me cacher. J'ai balayé la pièce désespérément du regard. Sous le bureau? Trop évident. Derrière les rideaux? Pas beaucoup mieux. Puis mes yeux se sont posés sur une petite porte menant au balcon du bureau. C'était mon seul espoir. J'ai ouvert la porte doucement, en essayant de ne pas faire de bruit, et je me suis glissé dehors. Le balcon était étroit, juste assez grand pour quelques plantes en pot. Je me suis plaqué contre le mur froid, me cachant derrière un grand philodendron feuillu, le cœur battant à tout rompre. J'ai retenu mon souffle, écoutant. Les pas ont atteint le 2e étage, se rapprochant. La porte du bureau s'est ouverte. C'est étrange. L'ordinateur est toujours allumé, la voix de Richard était pleine de suspicion. Quelqu'un est entré ici? Je pensais que mon cœur allait sortir de ma poitrine à force de cogner, certaine qu'il pouvait l'entendre. C'était probablement juste Sarah. Elle a dû revenir pour quelque chose et repartir, a répondu Eleanor, d'un ton désinvolte. Oublie ça. L'important maintenant est de trouver comment gérer ce pétrin sans accroc. Ce SMS n'était certainement qu'une farce d'un gamin qui s'ennuyait. Ils avaient réalisé que le message était faux. Heureusement, ils ne soupçonnaient pas que j'en étais à l'origine. Je les ai entendus fouiller dans la pièce, le froissement de papier. Ils cherchaient quelque chose. Les voilà, a dit Richard. Ces polices d'assurance et tous ces livrets d'épargne. Nous devons cacher ça dans un endroit sûr. Ce sera un problème si elle change d'avis et revient réclamer ses biens. La rage a jailli en moi, submergeant ma peur. Même maintenant, tout ce qui les importait, c'était l'argent, mon argent. Ils ne voulaient pas seulement que je porte le chapeau, ils voulaient me prendre tout ce que je possédais. Ils sont restés dans la pièce encore un moment, discutant de la manière de contacter l'avocat et d'organiser la peine la plus légère possible pour moi. Chaque mot qu'ils prononçaient était un nouveau coup de poignard dans mon cœur déjà meurtri. Je me tenais sur le balcon alors qu'une pluie légère commençait à tomber. Les gouttes froides frappaient ma peau mais n'étaient rien comparé au froid dans mon âme. J'avais autrefois aimé et respecté ces gens. Maintenant, je devais les écouter comploter mon emprisonnement et voler mes biens sans le moindre remords.
Après ce qui m'a semblé une éternité, ils ont enfin quitté le bureau. J'ai entendu la porte se fermer, puis leur pas s'éloigner en descendant les escaliers. J'ai laissé échapper un souffle tremblant, mon corps devenant flasque contre le mur. J'étais en sécurité pour le moment, mais comment sortir d'ici? Je ne pouvais pas repasser par-dessus le mur. J'ai regardé en bas. La distance entre le balcon du deuxième étage et le sol n'était pas trop grande. En dessous se trouvait une pelouse. Un saut pourrait me blesser, mais c'était la seule issue. Je me suis mordu la lèvre, serrant la clé USB. Je ne pouvais pas rester ici. Je devais exposer cette vérité au grand jour. J'ai enjambé la balustrade, le cœur martelant. J'ai fermé les yeux, j'ai lâché prise et je me suis senti tomber. Vlan. Je suis tombé sur mes pieds, et une douleur fulgurante a traversé ma cheville gauche. Je me suis effondré sur l'herbe mouillée. La douleur était si intense qu'elle m'a fait monter les larmes aux yeux. J'ai essayé de me lever, mais ma cheville enflait déjà. Je ne pouvais pas m'appuyer dessus. Je m'étais fait une entorse ou, pire, je me l'étais cassée. Je suis resté allongé sur l'herbe alors que la pluie s'intensifiait, me trempant. J'ai ressenti un profond sentiment de désespoir. J'avais la preuve, mais j'étais piégé, blessé et immobile. Juste à ce moment-là, j'ai entendu la porte arrière de la cuisine s'ouvrir. Mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un sortait. C'était Eleanor. Elle sortait les poubelles. Je me suis débattu pour me traîner derrière un grand rosier, mais c'était trop tard. Son regard s'est figé sur moi. Elle s'est immobilisée une seconde, les yeux écarquillés par le choc. Puis, un sourire sinistre et cruel s'est dessiné sur son visage. « Tiens, regarde qui voilà. Ma précieuse belle-fille. Qu'est-ce que tu fais allongée là ?» Elle s'est avancée vers moi, son regard me balayant, s'attardant sur ma cheville gonflée. « Tu as fait une chute ? Tu as l'air pathétique. » Je n'ai rien dit, essayant juste de reculer, ma main agrippant toujours la clé USB, mais elle l'a vu. Ses yeux se sont plissés. « Qu'est-ce que c'est que ça dans ta main ? Donne-le-moi. » Elle s'est précipitée, essayant de m'arracher la clé USB. J'ai résisté, utilisant toute la force qui me restait pour tenir bon à ma seule preuve. Nous luttions en silence, les seuls sons étaient la pluie qui tombait et nos respirations saccadées. Puis, dans le chaos, j'ai senti une autre main, une main d'homme se refermer sur mon cou par derrière. Je ne pouvais plus respirer. Ma conscience a commencé à s'estomper. Avant de m'évanouir, la dernière chose que j'ai vue fut le visage de Richard, froid et impitoyable, alors que la clé USB m'était brutalement arrachée des mains. La vérité pour laquelle j'avais tout risqué allait-elle maintenant être enterrée à jamais dans cette nuit pluvieuse et sombre? Je me suis réveillé avec une odeur familière d'humidité et de moisi. Tout mon corps me faisait souffrir, surtout mon cou et ma cheville. J'ai ouvert les yeux sur une obscurité étouffante. Il a fallu un certain temps pour que ma vision s'adapte, puis j'ai réalisé où j'étais. La puanteur des déjections animales, l'odeur du foin pourri, le sol en ciment froid, j'étais dans le chenil. Le même grand chenil où ils gardaient autrefois leurs bergers allemands, un endroit devant lequel je passais autrefois avec un frisson. C'était maintenant ma prison. J'ai essayé de m'asseoir, mais une douleur aiguë à la cheville gauche m'a fait hurler. J'ai tendu la main pour la toucher. Elle était enflée comme une balle de softball, la douleur si intense que je ne pouvais pas la bouger. Il ne s'était pas contenté de voler la preuve, il m'avait enfermé ici, ignorant ma blessure. La porte du chenil était verrouillée avec une lourde chaîne en fer. J'ai frappé la porte de désespoir, criant dans le vide. « Ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi sortir. » Mais ma seule réponse fut le tambourinement régulier de la pluie et le silence terrifiant de la nuit. Je me suis effondré sur le sol en ciment froid, envahi par l'impuissance et le désespoir. J'avais perdu. J'avais perdu la seule preuve, et maintenant j'étais prisonnière. Que allait-il me faire ensuite? Me garder ici jusqu'à ce que j'accepte d'avouer, où est-ce qu'ils allaient? Je n'ai pas osé finir ma pensée. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai réalisé que ces gens n'étaient plus ma belle famille. C'étaient des monstres à forme humaine, prêts à tout pour se protéger, même si cela signifiait se débarrasser de moi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise dans l'obscurité. Le temps semblait s'être arrêté. La douleur dans ma jambe, la faim et le froid commençaient à me tourmenter. Je me suis recroquevillé dans un coin, essayant de conserver le peu de chaleur corporelle qu'il me restait.
Mes larmes étaient taries, ne laissant que de la rage et une volonté féroce de survivre. Je ne pouvais pas mourir ici. Je devais vivre. Je devais trouver une issue. J'ai commencé à ramper dans le chenil, tâtonnant dans le noir, espérant trouver une brèche, un point faible. Mais c'était inutile. Il était construit en briques pleines et en grillage. Il n'y avait pas d'issue. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de lumière filtraient à travers les fissures, j'ai entendu des pas. La porte du chenil a grincé. Eleanor se tenait là, tenant un bol de riz froid et un verre d'eau. Elle les a jetés par terre comme si elle nourrissait un animal. Mange ça, et après tu signeras les papiers. Une fois que tu auras signé, tout sera fini. Tu seras libre, a-t-elle dit d'une voix de glace. Elle a jeté une pile de papiers et un stylo à l'intérieur. Je n'ai pas touché à la nourriture. Les mains tremblantes, j'ai ramassé les papiers. C'était un aveu prérédigé avec une histoire identique à celle que les avocats avaient concoctée. En dessous se trouvait un autre document, une procuration accordant à mon beau-père, Richard, le plein contrôle sur notre maison et tous mes autres avoirs pour faire face aux conséquences. La rage a explosé en moi. Je ne signerai jamais, ai-je hurlé, déchirant les papiers en lambeaux. Vous êtes des animaux. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Eleanor a eu un sourire narquois, un regard de pur mépris sur le visage. Tu crois que tu as le choix? Vas-y. Reste là. Reste là jusqu'à ce que tu meurs de faim, que tu meurs de soif, ou jusqu'à ce que ta jambe pourrisse. On verra combien de temps dure ton obstination. Sur ce, elle a claqué la porte. Le bruit de la chaîne que l'on verrouille a résonné froidement. Les jours qui ont suivi ont été un enfer vivant. Chaque jour, il me donnait juste assez de riz froid et d'eau pour me maintenir en vie. Ma jambe enflait de plus en plus, la douleur devenant insupportable. J'ai eu une forte fièvre et je sombrais par moments dans l'inconscience. Dans mon délire, je voyais le visage de Michael. Je criais son nom, espérant qu'il viendrait me sauver. Mais où était-il? Savait-il ce que j'endurais? Ou faisait-il partie de ce complot monstrueux? Le doute et la douleur rongeaient mon âme. Mais dans mes rares moments de lucidité, une autre image apparaissait, forte et persistante, la personne qui m'avait envoyé le SMS, un inconnu qui était le seul à vouloir m'aider. Pourquoi? Qui était-ce? Savait-il que j'étais piégé ici? Une infime étincelle d'espoir vacillait dans l'obscurité. Je ne pouvais pas abandonner. Je devais survivre. Cette personne mystérieuse, était mon seul allié. Et puis un miracle s'est produit. Un après-midi, alors que je m'assoupissais d'épuisement, j'ai entendu un léger froissement derrière le chenil. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé à travers une petite fente entre les briques. Une main glissait quelque chose à travers un petit trou que je n'avais jamais remarqué auparavant, une bouteille d'eau et un petit pain. Mon cœur battait la chamade. J'ai rampé rapidement, attrapant la nourriture et l'eau comme un naufragé s'agrippant à une épave. Je les ai dévorés, les larmes coulant à nouveau sur mon visage cette fois, des larmes de gratitude. J'ai regardé dehors, essayant de voir qui c'était, mais la personne était partie. Il ne restait qu'un petit morceau de papier attaché à la bouteille. Mes mains tremblaient en le dépliant. L'écriture était désordonnée mais lisible, n'abandonne pas. J'essaie de te sortir de là. J'ai serré le mot, une force chaleureuse se propageant en moi. Je n'étais pas seul. Quelqu'un là-bas essayait de me sauver. Ce mot, cette eau, ce pain, ils ne m'ont pas seulement sauvé physiquement, ils ont sauvé mon esprit. Ils m'ont redonné espoir, une raison de continuer à me battre. Dans les jours qui ont suivi, la personne mystérieuse a continué à me fournir de la nourriture et de l'eau par le petit trou. Parfois c'était une brique de lait, parfois quelques analgésiques. Ils ne se sont jamais montrés, laissant seulement de courts messages, « Tiens bon. C'est bientôt le moment. » Ne leur laisse rien savoir. J'ai soigneusement caché toutes les traces de cette aide. Je faisais semblant de m'affaiblir, d'être au bord du désespoir. J'ai arrêté de crier et de frapper à la porte. Je restais juste allongé et j'attendais. Puis, par une nuit sombre et pluvieuse, la 7e nuit de mon emprisonnement, j'ai entendu un son étrange, un léger clic provenant de la serrure. J'ai retenu mon souffle et j'ai rampé vers la porte. La lourde chaîne de fer était détachée. La porte du chenil s'est ouverte lentement. Une autre silhouette vêtue d'un imperméable à capuche se tenait dans l'embrasure. Il m'a fait signe de me taire, puis s'est penché et m'a hissé sur son dos. Je ne savais pas qui il était,
je pouvais seulement sentir la chaleur et la force de son dos. Il m'a porté à travers la pluie, en contournant la maison, et par-dessus le même mur que j'avais escaladé autrefois. Une voiture attendait dans la petite ruelle. Il m'a déposé délicatement sur la banquette arrière, me tendant un téléphone et une couverture chaude. Avant de fermer la porte, il a dit une phrase, d'une voix grave et étonnamment familière, « Pars. Va à cette adresse. Quelqu'un t'aidera. » Puis il s'est retourné et a disparu sous la pluie. J'étais assise dans la voiture, hébétée et incrédule. Cette voix. Je l'avais déjà entendue quelque part, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. La voiture s'est mise en mouvement, m'emmenant loin de cet enfer. En regardant la maison, devenue un flou sous la pluie, je savais que ce jeu n'était pas fini. Il venait juste de recommencer. Mais cette fois, je n'étais plus un pion isolé. J'avais un allié mystérieux dont le lien avec ma belle famille était bien plus complexe et profond que je ne pouvais l'imaginer. La voiture filait à travers le rideau blanc de la pluie, laissant la maison et ses souvenirs horrifiques derrière elle. Je tremblais encore non pas de froid, mais à cause du choc. Qui était cet homme mystérieux? Sa voix était à la fois étrangère et étrangement familière, résonnant dans mon esprit. Il avait risqué sa propre sécurité pour me sauver. Pourquoi? Je n'avais pas de réponse, seulement la certitude qu'on m'avait donné une seconde chance dans la vie, une chance de renverser la situation. J'ai regardé le téléphone qu'il m'avait donné. L'écran s'est allumé avec l'adresse d'un immeuble d'appartements de service de luxe en centre-ville et un court texte, « Va là-bas et appelle ce numéro. Elle s'appelle Chloé. Elle s'occupera de toi. » J'ai suivi les instructions. La voiture m'a conduite vers une tour moderne et élégante avec une sécurité stricte. J'ai composé le numéro. Une voix de femme jeune et professionnelle a répondu, « Allô, c'est Sarah? S'il vous plaît, montez au 25e étage, appartement 258. Je vous attends. » Son ton était compétent et digne de confiance, et j'ai ressenti un petit sentiment de soulagement. L'appartement 258 était spacieux et moderne. La femme, Chloé, semblait avoir la fin de la vingtaine avec une énergie vive et intelligente. Elle avait tout préparé. « Salut, Sarah. Je suis Chloé. Entre, je t'en prie. Je t'ai préparé un bain chaud et de la nourriture légère et prête. Tu as besoin de repos. » Elle m'a aidé à m'installer sur le canapé, les yeux remplis de pitié en voyant ma cheville gonflée et mon état débraillé. « Pour ta cheville? J'ai déjà appelé un kinésithérapeute de confiance. Il sera là sous peu. Ne t'inquiète pas, tu es en totale sécurité ici. » L'efficacité et la gentillesse de Chloé étaient profondément touchantes. Après que le thérapeute a remis ma cheville en place et l'a bandée soigneusement, la douleur a considérablement diminué. J'ai mangé rapidement un bol de soupe chaude. Et puis, incapable de me retenir plus longtemps, j'ai demandé, « Chloé, peux-tu me dire qui m'a sauvé, s'il te plaît ?» Chloé a hésité un instant, puis a soupiré. « Je suis désolé, Sarah. Il m'a ordonné de ne pas révéler son identité. Il veut juste t'aider anonymement. » « Mais pourquoi? Pourquoi m'aide-t-il » ai-je insisté. Chloé est restée silencieuse un moment. Peut-être parce qu'il a été lui aussi une victime de cette famille. Et peut-être qu'en toi, il voit l'image de quelqu'un qu'il n'a pas pu protéger dans le passé. Une victime. Quelqu'un qu'il n'avait pas pu protéger. Les mots de Chloé ne faisaient qu'épaissir le mystère. Quel genre de querelle avait-il avec ma belle famille? Et qui était cette personne de son passé? Je n'ai pas posé plus de questions. Je savais que Chloé ne me le dirait pas, mais une nouvelle détermination s'est formée en moi. Je découvrirais qui il était, ne serait-ce que pour le remercier convenablement. Cette nuit-là, pour la première fois en plus d'une semaine, j'étais allongé dans un lit propre et doux, mais je n'arrivais pas à dormir. Les cauchemars de ma captivité, les visages cruels de mes beaux-parents, et par-dessus tout, la vérité sur le crime de Kevin et la dissimulation de la famille repassaient en boucle dans mon esprit. J'avais perdu la clé USB, mais son contenu était gravé dans mon cerveau. Je devais la récupérer. Je devais leur faire payer. Le lendemain matin, Chloé avait préparé le petit déjeuner et une tenue de rechange pour moi. « Sarah, il m'a dit de te donner ceci. » Elle m'a tendu un nouvel ordinateur portable et un autre téléphone. Il a dit, « Maintenant, nous commençons la contre-attaque. » Les yeux de Chloé brillaient de détermination. Il a installé un logiciel spécial sur l'ordinateur. «
Tu te souviens du mot de passe pour accéder au système de caméra de sécurité de chez toi? J'ai hoché la tête avec empressement. Je m'en souviens parfaitement. Excellent. Chloé a souri. Nous allons essayer d'accéder au système à distance. S'ils n'ont pas effacé les données, nous récupérons cette vidéo. Mon cœur battait la chamade alors que je tapais l'adresse IP et le mot de passe. Chloé et moi retenions notre souffle. Et puis l'interface de gestion des caméras est apparue sur l'écran. Il n'avait pas effacé les données. Peut-être était-il trop confiant après avoir récupéré la clé USB. Ou peut-être n'était-il pas assez doué en technologie pour savoir que les données étaient toujours sur le disque dur. Ma main tremblait alors que je cliquais sur l'historique des enregistrements. Mon cœur a failli bondir hors de ma poitrine quand j'ai vu que le fichier vidéo de cette nuit fatidique était toujours intact. On l'a, a chuchoté Chloé avec excitation. Nous avons rapidement téléchargé la vidéo sur l'ordinateur et fait plusieurs copies de sauvegarde. Tenant la preuve irréfutable entre mes mains, j'ai ressenti un regain de force. La peur avait disparu, remplacée par une fureur froide et un plan méticuleux de vengeance. Chloé, aide-moi à contacter la meilleure avocate que tu connaisses, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Et aide-moi à trouver des informations sur la famille de la victime de l'accident. Je veux les rencontrer. Chloé a acquiescé sans hésiter. C'est comme si c'était fait. Dans les jours qui ont suivi, l'appartement 258 est devenu notre centre de commandement secret. Chloé, avec ses relations et sa vivacité d'esprit, m'a mise en contact avec une avocate de renom, Jessica Vance, connue pour son intelligence acérée et son intégrité. Après avoir visionné la vidéo et entendu toute mon histoire, Maître Vance a déclaré fermement « Sarah, sois tranquille, avec cette preuve, nous pouvons non seulement exposer leurs crimes, mais aussi faire en sorte que tu sois correctement indemnisée pour toutes tes souffrances, tant matérielles qu'émotionnelles. » Chloé a également trouvé des informations sur la famille de la victime. C'était une famille ouvrière pauvre. L'homme qui était mort, David Peterson, était leur unique gagne-pain, laissant derrière lui une femme et 2 petits-enfants. L'accident avait fait l'objet d'un court entrefilet dans les informations, et le fait que le conducteur avait pris la fuite n'avait pas été largement rapporté, probablement parce que mes beaux-parents avaient utilisé de l'argent pour étouffer l'affaire. Cela n'a fait qu'alimenter ma rage. Ils ne s'étaient pas contentés de me piéger sans cœur, ils avaient traité une vie humaine avec mépris. J'ai décidé que je devais rencontrer la femme de David. Je voulais non seulement lui présenter mes excuses même si je n'étais pas la responsable mais aussi m'unir à elle pour demander justice pour son défunt mari. La rencontre a été organisée dans un petit restaurant près de son complexe d'appartements. La femme qui m'a rejointe, Laura, avait un visage marqué par le chagrin, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle me regardait avec un mélange de ressentiment et de curiosité. Je n'y suis pas allé par 4 chemins. J'ai baissé la tête et j'ai dit avec sincérité, « Madame, je suis tellement désolé. Je suis la propriétaire de la voiture qui a causé l'accident de votre mari. Je sais qu'une excuse n'a plus de sens maintenant, mais je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire la vérité. » Et puis je lui ai montré la vidéo sur mon téléphone. Ses mains tremblaient pendant qu'elle regardait. Puis elle a éclaté en sanglots, des sanglots déchirants et le cœur brisé. « Oh mon Dieu, ces monstres! Ils ont tué mon mari et ils allaient piéger quelqu'un d'autre. » Elle a saisi ma main, sa voix suppliante, « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Aidez-moi à obtenir justice pour mon mari. » « Je le ferai, » ai-je dit en serrant fermement sa main. « Je ne vais pas seulement vous aider. Nous allons combattre cela ensemble. Nous les ferons s'agenouiller devant la loi. » La poignée de main entre 2 femmes, 2 victimes de la même famille criminelle, a officiellement scellé une alliance bâtie sur les larmes, la douleur et un désir ardent de justice. Je n'avais aucune idée que cet acte me donnerait non seulement une alliée puissante, mais découvrirait aussi par inadvertance un autre secret, lié directement à l'homme qui m'avait sauvé, me forçant à voir toute cette affaire sous un jour complètement différent. L'alliance entre moi et Laura Peterson, la femme de la victime, était plus qu'une promesse. C'était le début d'un nouveau front, puissant et juste. Je ne me battais plus seul pour mon propre honneur. Désormais, je portais aussi le poids de la quête de justice pour une vie perdue et une famille brisée. Notre avocate, Jessica Vance, agissant en notre nom à toutes les deux, a rapidement déposé une plainte pénale officielle auprès du département de police de la ville. Le dossier épais comprenait les images de la caméra de sécurité, mon témoignage détaillé et une demande formelle de la famille de la victime de porter plainte. La bombe à retardement juridique était activée. En attendant que l'enquête commence,
Laura et moi nous voyons souvent. Elle m'a parlé de son mari, David, un ouvrier du bâtiment aimable et travailleur qui était le seul soutien de leur famille. Elle m'a parlé de leurs 2 jeunes enfants, l'aîné en 3e année de primaire, le plus jeune pas encore à l'école maternelle, qui demandait chaque jour où était leur papa. Chaque mot qu'elle prononçait remuait le couteau dans mon cœur, transformant ma rage envers ma belle famille en une détermination de fer. Ils n'avaient pas seulement ruiné ma vie, ils avaient pris la vie d'un homme et un père à ses enfants. Leur crime était impardonnable. Un jour, alors que nous organisions des documents, Laura a soudainement hésité. « Sarah, il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais te dire. » Je lui ai lancé un regard encourageant. « Laura, tu peux tout me dire. Nous sommes ensemble là-dedans maintenant. » Elle a pris une grande inspiration comme pour rassembler son courage. Le jour où mon David est mort, après le départ de la police, un homme étrange est venu à mon appartement. Il n'a pas dit qui il était, juste qu'il était un passant qui savait par hasard ce qui s'était passé. Il nous a donné, à mes enfants et à moi, une grosse somme d'argent pour les frais de funérailles. Et il m'a dit de faire attention, que cela pourrait ne pas être un simple accident. Il a dit, si quelqu'un me contactait et promettait de m'aider, je devrais lui faire confiance. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Un homme étrange parlant par énigme. À quoi ressemblait-il? Ai-je demandé d'urgence. Laura a essayé de se souvenir. Il était grand, portait une veste noire et une casquette de baseball qui couvrait la majeure partie de son visage. Je me souviens seulement qu'il avait une petite cicatrice sur le dos de sa main droite, et sa voix était très grave et triste. Une cicatrice sur sa main droite, une voix grave et triste. Une image floue s'est formée dans mon esprit, l'homme qui m'avait porté sous la pluie. Je n'avais pas vu son visage clairement, mais je me souvenais de la sensation de sa force stable et de la tristesse palpable qui semblait émaner de lui. Serait-ce possible? Serait-ce la même personne? Sarah, est-ce que ça va? A demandé Laura, inquiète par mon changement d'expression. Oui, ça va, ai-je dit, essayant de cacher mon choc. A-t-il dit autre chose? Non, c'était tout. Puis il est parti rapidement. Il conduisait une vieille camionnette grise. Quelques jours plus tard, alors que j'étais complètement perdu, j'ai reçu ton appel. Tu as dit que tu m'aiderais, tout comme il avait dit que quelqu'un le ferait. C'est là que j'ai su que je pouvais te faire confiance. Les pièces du puzzle commençaient à se connecter avec une logique effrayante. L'homme mystérieux ne m'avait pas seulement sauvé. Il avait aussi visité et aidé la famille de la victime juste après l'accident. Il savait ce qui allait se passer. Il savait que ma belle famille essaierait de dissimuler le crime. Il savait que je serais celle qui exposerait la vérité. Et il avait secrètement organisé les choses, nous guidant, Laura et moi, pour que nous nous trouvions. Qui était-il? Comment savait-il tout avec autant de détails? Et jusqu'où allait sa querelle avec ma belle famille pour qu'il se donne tant de mal? Le mystère de mon allié devenait de plus en plus grand et complexe. J'ai raconté à Chloé ce que j'avais appris. Elle était stupéfaite. Je ne sais pas non plus qui il est, Sarah. Il ne me contacte que via une application de messagerie sécurisée, sans jamais montrer son visage. Il donne juste des instructions et transfère de l'argent. Tout ce que je sais, c'est qu'il est très riche et très puissant. Riche et puissant, et pourtant il conduisait une vieille camionnette et s'habillait simplement. Cet homme était une contradiction vivante. Pendant que j'étais perdu dans mes pensées à propos de mon mystérieux sauveur, la tempête juridique s'est finalement abattue sur ma belle famille. Face aux preuves indéniables, la police a lancé une enquête complète. Des citations à comparaître ont été délivrées à toutes les personnes impliquées, Richard, Eleanor, Kevin et même Michael. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, secouant tout le quartier. Les gens ne chuchotaient plus, ils discutaient ouvertement des crimes de la famille. La maison autrefois imposante était maintenant fermée et silencieuse comme un tombeau. Jessica Vance m'a informé que, face aux preuves claires, Kevin avait avoué. Cependant, Richard et Eleanor continuaient de tout nier. Ils rejetaient toute la faute sur leur fils, affirmant qu'ils ne savaient rien du plan de fuite de Michael ou du fait que je devais endosser la responsabilité. Ils jouaient le rôle de vieux parents au cœur brisé, dévastés par leurs enfants insensés. Ils essaient d'échapper à leurs responsabilités, m'a dit Jessica au téléphone. Ils veulent laisser Kevin et Michael payer le prix pendant qu'ils s'en sortent indemnes, mais ils se trompent. Nous avons encore un dernier atout dans notre manche. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, le cœur battant. Toi, Sarah, a dit Jessica.
Ton témoignage sur la façon dont ils t'ont emprisonné, menacé et forcé à avouer est la dernière pièce de preuve dont nous avons besoin pour les condamner. Les enquêteurs programment une confrontation directe. Es-tu prête? Je suis prête, ai-je répondu sans une once d'hésitation. J'attendais ce jour depuis longtemps, le jour où je me tiendrais devant eux, non pas comme une belle-fille soumise, mais comme un témoin et une victime, prête à démolir leur façade de mensonges et de cruauté. La confrontation était prévue pour un mercredi matin. Je suis entré dans la salle d'interrogatoire en me sentant étrangement calme. De l'autre côté d'une longue table, je les ai vus. Mes beaux-parents semblaient hagards, ayant vieilli de 10 ans. Kevin et Michael étaient assis à côté d'eux, la tête baissée. L'affrontement final allait commencer. Mais je n'avais aucune idée que lors de cette confrontation fatidique, un nom du passé serait prononcé, un nom qui non seulement révélerait l'identité de mon sauveur, mais découvrirait aussi une autre tragédie, un autre crime qui avait été enterré pendant 20 ans. La salle d'interrogatoire était froide et silencieuse. Le seul son était le ronronnement du ventilateur de ventilation. J'étais assise en face d'eux, séparée par une longue table en bois. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, toute la famille était à nouveau réunie, non pas dans une fausse démonstration d'unité, mais dans l'atmosphère tendue et hostile de criminels faisant face à la justice. L'enquêteur principal, un homme d'âge moyen au visage sévère, a commencé sans préambule. Richard et Eleanor Clark, ce département dispose de preuves suffisantes que vous avez orchestré le plan de fuite de votre fils, Michael Clark, et contraint votre belle-fille, Sarah Miller, à endosser la responsabilité pour votre fils cadet, Kevin Clark. Avez-vous quelque chose à dire? Vous vous trompez complètement, monsieur l'agent, a immédiatement lancé Eleanor dans sa performance larmoyante habituelle. Nous sommes vieux. Comment saurions-nous faire des choses aussi terribles? Nous n'avions aucune idée d'où Michael était allé ni de ce qu'il faisait. Quant à Sarah, c'est notre belle-fille. Elle a vu son beau-frère faire une erreur stupide et, par amour, elle a proposé son aide. Nous ne la forcerions jamais. Elle parlait si fluidement qu'il était clair qu'elle avait répété cela 100 fois. Richard a hoché la tête en signe d'accord. C'est exact, monsieur l'agent. Nous ne savions rien. Tout a été arrangé entre les deux frères. Leur audace était presque risible. Je suis restée silencieuse, attendant. L'enquêteur s'est tourné vers moi. Sarah, avez-vous une réponse à la déclaration de M et Madame Clark? Monsieur l'agent, ai-je commencé, ma voix claire et forte, chaque mot étant un coup de marteau. Tout ce qu'ils viennent de dire est un mensonge complet. Et puis je leur ai tout raconté. J'ai relaté la conversation chuchotée que j'avais surprise sur leur balcon. J'ai décrit comment ils s'étaient agenouillés, m'avaient supplié et manipulé pour que j'avoue. J'ai détaillé chaque promesse, chaque acte de coercition. Mon témoignage était détaillé, logique et empreint d'une émotion brute. Le visage de mes beaux-parents est devenu livide. Ils se regardaient l'un l'autre avec panique. Tu mens. Tu nous calomnies, a hurlé Eleanor, oubliant son acte pitoyable. L'enquêteur a levé la main pour la faire taire. Madame Clark, nous avons un témoin qui a surpris toute la conversation de votre famille cette nuit-là. Souhaitez-vous être confronté à ce témoin? Ces paroles les ont frappés comme la foudre. Eleanor était sans voix, le visage cendré. Je savais que ce témoin ne pouvait être que mon mystérieux allié. La confrontation est passée à Kevin et Michael. Après des jours de détention, l'arrogance de Kevin avait disparu. Il a tout avoué, la conduite en état d'ivresse, l'accident et le fait d'avoir suivi les ordres de sa mère pour laisser son frère endosser la responsabilité. Lorsqu'on l'a interrogé sur le rôle de ses parents, il a hésité, jetant un coup d'œil à Eleanor. Mais sous le regard inébranlable de l'enquêteur, il a fini par marmonner, c'était ma mère. Elle a dit à Michael qu'il devait s'enfuir. Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout. La confession de son fils précieux a été le coup de grâce au mur de mensonges d'Eleanor. Elle s'est effondrée sur sa chaise, tremblante. La confrontation aurait pu s'arrêter là, leurs crimes exposés. Mais l'enquêteur a alors posé une question inattendue, une question qui a ouvert la porte à un secret bien plus horrible. Richard Clark, a dit l'enquêteur, regardant directement mon beau-père, qui essayait de garder son sang-froid. Au cours de notre enquête, nous avons découvert une histoire assez complexe entre votre famille et celle de la victime. Plus précisément, il y a 20 ans, vous étiez impliqué dans un amer conflit foncier avec le père de la victime, un certain monsieur Robert Peterson. Ce conflit s'est terminé par un incendie au domicile de monsieur Peterson,
qui l'a laissé gravement brûler et l'a forcé à vous vendre le terrain contesté à une fraction de sa valeur. Pouvez-vous expliquer cela? Le silence s'est fait dans la pièce. J'étais stupéfaite. Un conflit foncier? Un incendie? Pourquoi n'en avais-je jamais entendu parler? J'ai regardé mon beau-père. Son visage digne était maintenant complètement blanc, la sueur perlant sur son front. Je ne. C'était il y a longtemps. Cela n'a rien à voir avec cet accident, a-t-il bafouillé, perdant son assurance habituelle. Aucun lien, a insisté l'enquêteur, sa voix tranchante comme l'acier. Alors pourquoi est-ce qu'après que votre fils a tué un homme, la première chose que votre famille a faite au lieu de chercher une aide médicale ou d'appeler la police a été de dissimuler le crime et de réduire au silence la famille de la victime? Se pourrait-il que ce ne soit pas juste un simple accident de la route? Se pourrait-il que la mort de David Peterson, le fils de Robert Peterson, soit quelque chose que votre famille souhaitait? Non, ce n'était pas comme ça, a crié Richard, sa panique et sa peur étant un aveu flagrant. Et puis, dans son état de désespoir, il a lâché un nom qui a tout clarifié. C'était Daniel. C'était l'idée de Daniel. Il m'a manipulé. Il a dit que c'était une occasion bénie de régler les vieux comptes pour de bon. Daniel. Ce nom m'était si familier. J'ai fouillé dans ma mémoire et puis j'ai compris. Daniel, c'était le nom de mon sauveur, l'homme mystérieux. Je me suis souvenu de ce que Chloé avait dit, il a aussi été une victime de cette famille. Il voit en toi l'image de quelqu'un qu'il n'a pas pu protéger par le passé. Je me suis souvenu de ce que Laura, la femme de la victime, avait dit à propos de l'étranger qui lui avait dit de faire confiance à la personne qui viendrait l'aider. Ce n'était pas un étranger sur la route. Il était intimement lié à la tragédie d'il y a 20 ans. Le silence est retombé dans la pièce, mais ce silence était bien plus terrifiant. Un simple délit de fuite avait démasqué une querelle de 2 décennies, un crime passé et un complot de meurtre avec préméditation. J'ai regardé la famille dans laquelle je m'étais marié, et ils ressemblaient à des monstres. J'ai réalisé que j'étais tombé accidentellement au centre d'une pièce de théâtre de vengeance, dont le metteur en scène était resté caché dans l'ombre. Mais qui était-il vraiment? Quelle était sa relation avec la famille de la victime? Et pourquoi m'avait-il choisi pour être son instrument de justice? Le nom de Daniel, lâché dans un moment de panique par mon beau-père, était la clé finale qui déverrouillait un secret scellé depuis 20 ans. Toute la salle d'interrogatoire semblait suspendue dans le temps. Daniel, l'homme mystérieux qui m'avait sauvé, qui avait tout orchestré depuis l'ombre. Qui était-il? Quel était le lien entre lui, la famille de la victime et mes beaux-parents? L'enquêteur principal, un professionnel chevronné, s'est saisi de ce détail crucial. Il a fixé mon beau-père, la voix ferme. Daniel Peterson. Est-ce le fils de Robert Peterson, l'homme qui vous a vendu son terrain il y a 20 ans? Le visage de Richard Clark est devenu couleur de cendre. Il n'a pas répondu, il a juste laissé tomber sa tête sur la table, les épaules secouées. Son silence était un aveu. Les dernières pièces du puzzle se sont emboîtées avec une perfection horrifiante. L'homme qui m'avait sauvé, mon mystérieux allié, était Daniel Peterson. Il était le fils de l'homme qui avait été brûlé dans l'incendie 2 décennies plus tôt et le frère aîné de David Peterson, l'homme tué par la conduite imprudente de Kevin. Ce n'était pas un étranger au hasard. C'était un personnage central, un homme qui portait une rancune profonde depuis 20 ans. La confrontation s'est terminée peu après. Mes beaux-parents ont été placés en détention en attendant une enquête plus vaste. Ce n'était plus seulement une affaire de délit de fuite, c'était désormais une enquête majeure sur des crimes passés. J'ai quitté le poste de police dans un état second. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai demandé à Chloé de m'emmener à l'adresse d'un petit café où je savais que Daniel Peterson travaillait quand il était étudiant, un endroit que je sentais qu'il fréquentait encore. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de faire face à l'homme qui avait changé ma vie. Le café était niché dans une ruelle calme. Daniel était assis dans un coin près de la fenêtre, regardant silencieusement la pluie. Il ne semblait pas surpris de me voir, comme s'il m'attendait. « Bonjour, Sarah » a-t-il dit, sa voix ayant le même ton grave et triste dont je me souvenais. « Comment devrais-je t'appeler? Daniel ou mon sauveur ?» Je me suis assise en face de lui, le regardant directement dans les yeux. Ils étaient profonds et contenaient un chagrin qui semblait sans fin. « Appelle-moi simplement Daniel » a-t-il dit avec un faible sourire. « Je ne suis pas un sauveur.
Je suis juste un homme qui essaie de réparer les torts du passé. Le passé, ai-je demandé. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là il y a 20 ans? Daniel est resté silencieux pendant un long moment, son regard lointain. Cette nuit-là, a-t-il commencé, la voix rauque, Richard Clark a engagé des hommes pour brûler la maison de ma famille. Mon père, Robert, a été gravement brûlé en essayant de sauver les titres de propriété de l'incendie. Il a passé le reste de sa vie dans la douleur. Ma mère est morte de chagrin peu de temps après. Notre famille a été détruite. Tout cela à cause de ce terrain que Richard a volé par la violence et l'intimidation. Des larmes sont montées à mes yeux. Je ne pouvais pas imaginer la douleur que lui et sa famille avaient endurée. Pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Nous l'avons fait, a dit Daniel avec un rire amer. Mais à l'époque, Richard avait de l'argent et de l'influence. Toutes les preuves ont disparu. L'affaire a été classée, concluant à un incendie électrique accidentel. Personne n'a été tenu responsable. Mon frère David et moi avons grandi avec l'injustice et la haine. Il a continué, quand j'ai appris que le fils de Richard avait tué mon propre frère dans un délit de fuite, j'ai su que le destin m'avait donné une chance d'obtenir justice pour mon père et pour mon frère. Je les ai suivis, j'ai documenté chacun de leurs mouvements, chacune de leurs conspirations. Je savais qu'ils essaieraient de te piéger, et j'ai décidé de t'aider. Pas seulement pour te sauver, mais pour que tu puisses devenir l'arme la plus tranchante pour exposer tous leurs crimes. Maintenant, je comprenais tout. Le metteur en scène de tout ce drame, ce n'était pas moi, et ce n'était pas mes beaux-parents. C'était lui, un homme qui avait attendu 20 ans sa chance de se venger. Merci, ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir donné une chance de repartir à zéro. Daniel a secoué la tête. La personne que tu devrais remercier, c'est toi-même, Sarah. Ton courage est allé bien au-delà de ce que j'espérais. Tu n'as pas seulement obtenu justice pour toi-même, tu l'as obtenue pour toute ma famille. Cette dette est payée. Plusieurs mois plus tard, le procès a eu lieu. Avec les preuves irréfutables, les verdicts finaux ont été rendus. Mon beau-père, Richard Clark, a été condamné à la prison à vie pour complot, destruction de propriété, entrave à la justice et son rôle dans les événements ayant mené à la mort de David Peterson. Ma belle-mère, Eleanor Clark, a été condamnée à 18 ans de prison pour complicité. Kevin a reçu 20 ans pour homicide involontaire avec un véhicule et délit de fuite. Et Michael, mon mari, a été condamné à 7 ans de prison pour dissimulation d'un crime et non-dénonciation de crime. Une famille entière, un empire bâti sur le crime et les mensonges, s'était effondré. Le jour du prononcé de la sentence, Laura et moi sommes allés au cimetière ensemble. Nous nous sommes tenus devant les tombes de son mari, David, et de son père, Robert, et nous avons allumé de l'encens. David, papa, c'est fini maintenant, a sangloté Laura. Les méchants ont été punis. Vous pouvez reposer en paix. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu clair, ressentant un profond sentiment de paix. La tempête était enfin passée. Après le procès, Daniel est venu me voir une dernière fois. Il m'a dit qu'il installait Laura et ses enfants dans une nouvelle ville pour commencer une nouvelle vie. Et toi, Sarah? Quels sont tes projets? A-t-il demandé. Je vais rester ici. J'ai souri. Cet endroit m'a appris une dure leçon. Je vais recommencer ici, en vivant une vie qui m'appartient. Nous nous sommes dit au revoir au coin d'une rue. Il s'est dirigé vers le sud, j'ai tourné dans une direction différente. Deux personnes dont les destins s'étaient tragiquement entrelacés, qui avaient traversé une tempête ensemble, suivaient maintenant leur propre chemin, tous deux vers un avenir plus radieux. 1 an plus tard, j'ai ouvert une petite boutique de fleurs au centre de la ville. Cela ne m'a pas rendu riche, mais cela me donnait de la paix et de la joie chaque jour. Laura appelait encore parfois pour prendre des nouvelles. Elle disait que les enfants étaient à l'école, que leur vie était stable et qu'elle avait trouvé un nouvel emploi. Quant à Daniel, elle disait qu'il était le même calme et pensif mais que l'ombre de la haine avait disparu de ses yeux. Je n'étais plus la victime brisée que j'avais été. J'avais appris à pardonner pas pour eux, mais pour moi-même, afin de pouvoir avancer. Chaque matin, quand les premiers rayons du soleil pénétraient dans ma boutique de fleurs, je regardais les fleurs éclatantes et je souriais. Ma vie était comme ces fleurs, elle avait été malmenée par une tempête, mais elle avait enduré, se redressant pour fleurir une fois de plus, plus brillante et plus forte que jamais.